Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la robotique. Alors, vous connaissez tous, on en a plein dans nos industries, les robots industriels, comme ceux qui sont illustrés sur l'écran, qui nous ont permis de robotiser et d'automatiser la plupart de nos sites de fabrication. Peut-être pas encore assez, mais en tout cas, on en a une grande quantité en France et plus largement en Europe. Chez Renault, on a 10 000 robots industriels. Donc 10 000 robots qui nous permettent de réaliser toutes nos tâches. Ces robots sont programmés d'une façon assez basique, c'est-à-dire qu'on les programme pour suivre une trajectoire qu'ils vont exécuter de point à point. Cette robotique est en train d'être complètement transformée avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que on a toute cette nouvelle technologie, et notamment l'apport de l'IA dans la robotique, qui va d'abord nous permettre d'améliorer tous ces robots industriels d'ici quelques temps, mais surtout qui va nous permettre de compléter cette robotisation par une nouvelle robotique qu'on appelle robotique humanoïde, mais de façon plus large, nous on appelle ça next-gen robotique, parce que c'est beaucoup plus large qu'une simple robotique humanoïde. Alors la grande différence, c'est que ces robots-là sont des robots intelligents. Ils ne vont pas être dans des cages comme nos robots industriels, et donc ils ne vont pas suivre des points et une trajectoire, ils vont réaliser des tâches qu'on leur aura appris, quel que soit l'environnement. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Donc on annonce des chiffres complètement dingues en termes de déploiement. Des instituts très sérieuses comme Bank of America ou Morgan Stanley annoncent 1 million de ventes de robots humanoïdes à l'horizon 2030 par an, et plus de 3 milliards de robots en service en 2060. Donc vous imaginez un peu tout l'enjeu qu'il y a autour de ces robots. Et donc évidemment, le groupe Renault ne pouvait pas rester à côté de cet enjeu. Pour autant, on n'avait pas forcément les compétences pour se lancer dans cette nouvelle aventure, parce qu'on avait vraiment, nous, la capacité de travailler sur les robots industriels, comme on le fait depuis les années 80 dans nos usines. On a même fabriqué nos robots jusqu'en 1993, donc on y reviendra au cours de la présentation. Mais donc on était très bon en robots industriels. Par contre, on n'était vraiment pas armé au travers de cette nouvelle robotique. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi un partenaire costaud, solide, et on a voulu travailler avec Vandercraft. Et je vais laisser Jean-Louis nous parler de ce partenariat. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Nous, on a été fondé en 2012, en fait, à l'origine, pour faire marcher le frère de Nicolas Simon, qui est l'un des 3 fondateurs, et mon fils, je suis aussi un des fondateurs, qui ne marche pas. Et donc, l'intuition qu'on avait dès le début, c'était pas de faire un dispositif médical qui anime une sorte de marche médicalement correcte, c'était de résoudre le problème mathématique et physique de la marche humanoïde, et donc de faire la moitié d'un robot humanoïde. Donc depuis, on a grandi. On est presque 150, on est 15 à New York pour vendre les exosquelettes et le reste est à Paris. On a sorti des exosquelettes en 2019 pour les hôpitaux et cette année pour les gens dans la rue. Donc pour la première fois, des gens marchent en fait. Aujourd'hui, il n'est pas encore distribué parce qu'il n'a pas passé la FDA et le marquage CE qui devraient nous donner leur accord vers juin. Et à ce moment-là, on va le lancer aux États-Unis où il est remboursé. Donc les exosquelettes personnels sont remboursés par Medicare dans un pays qui n'est pas réputé pour, qui est peut-être à tort réputé pour être un peu pingre en termes de santé. Mais il y a un énorme écart parce que nulle part ailleurs dans le monde on rembourse ce genre d'équipement. Voilà, et on a décidé de lancer l'activité humanoïde sur la base d'une technologie extrêmement fiable parce qu'on essaie de ne pas faire tomber les gens qui sortent de leur fauteuil roulant pour marcher en hôpital ou dans leur vie quotidienne. On essaye de ne pas tomber en panne. Et en plus, ce sont des gens qui font jusqu'à 110 kilos. Donc notre plateforme robotique était très puissante. Quand on a commencé à imaginer les humanoïdes, on s'est rencontrés littéralement, d'ailleurs, Laurent et moi, et dans un événement comme celui-là, en fait, pas celui-là. Et Renault nous a permis d'accélérer le lancement en étant à la fois notre premier client et un partenariat qu'on va éclairer tout à l'heure. Et donc voilà, maintenant on fait des produits. Donc vous avez tous vu peut-être à gauche, là c'est Kevin, notre pilote d'essai, qui marche pour porter la flamme olympique. Vous avez dû voir cette vidéo pour les Jeux, qui était la première fois qu'on montrait un exosquelette marcher dans la rue comme ça. Et donc on a développé cette gamme de robots humanoïdes depuis en fait 1 an. On travaille intensivement dessus, avec un contrat de partenariat avec Renault qui est assez original et assez fort et qui donne lieu à un travail vraiment très regroupé entre eux et nous. On est
On est votre premier fournisseur. Enfin, on est votre fournisseur en concurrence avec les autres, mais tout de même, on est plus proche. Donc, on fournit des robots à Renault pour qu'ils améliorent leur productivité et qui suppriment tous ces jobs extrêmement pénibles qui emmènent vraiment l'agent à l'hôpital, sur lesquels on se concentre au début. Deux, Renault va produire nos robots. L'automobile, je suis connu pour ça, c'est 10 € du kilo. Donc une voiture, quand elle sort d'usine, elle coûte à peu près le prix que vous payez votre yaourt aux fraises au kilo. Et c'est quelque chose qu'on ne doit jamais essayer de réinventer. Hein, ils l'ont fait, et ça fait longtemps qu'on voulait un partenaire, parce qu'en fait, on va fabriquer autant d'humanoïdes, comme le disait Laurent, que d'automobiles, même probablement plus. Et il faut arriver à les produire à des coûts qui vont permettre d'atteindre les plus grands volumes. Et puis troisièmement, ils sont très gentiment rentrés à notre capital, un petit peu pour assurer le coup. Et donc ça s'inscrit totalement dans la chaîne de valeur d'un robot extrêmement simplifiée. On a une intelligence de haut niveau, d'accord, intelligence spatiale en fait, qui se repère dans l'espace et qui est capable de gérer une mission. En disant ce matin, je vais aller porter des pneus, puis je vais aller porter une caisse, et après je vais visser un châssis, et qui est capable de reconnaître son environnement pour agir avec intelligence dans cette mission. Après, il y a une intelligence de plus bas niveau où on commande les moteurs au travers de toute une série de modèles mathématiques compliqués pour faire que le robot ne tombe pas et qui fait la tâche. Ensuite, on conçoit ce robot, on conçoit le hardware, l'électronique, la mécanique, etc. Et après, il faut le produire. Et ça, le produire, on ne pouvait pas le faire. Le reste, Wondercraft peut le faire. On va avoir des partenaires plutôt sur la partie gauche avec des laboratoires académiques ou des Mistral. Le centre, c'est notre métier. Et la production, on voulait... Voilà. Donc, on s'est partagé cette chaîne de valeur, je pense, de façon optimale et très compétitive, parce que nos concurrents, Figure AI et d'autres... Alors Tesla, ils sont dans le même cas que nous, sauf qu'ils sont partis de l'automobile, ils ont fait des robots, nous on part des robots et on va vers l'automobile. Figure AI, ils investissent des milliards pour construire un système industriel qui vont prendre des années à optimiser, alors que nous on travaille avec les meilleurs pour faire ça. Alors en ce qui nous concerne, et donc évidemment avec Wondercraft, on a essayé d'évaluer en quoi ces robots peuvent nous apporter une plus-value dans l'automatisation et la robotisation. Alors vous allez me dire, pourquoi vous ne mettez pas des robots traditionnels ? Tout simplement parce qu'on a robotisé, tu peux lancer la vidéo, on a robotisé quasiment tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui dans nos usines à coût compétitif et dans des environnements maîtrisés. Typiquement, par exemple, là sur la vidéo, vous voyez le premier cas d'usage qu'on a décidé de mettre en œuvre. C'est un robot qui va aller mettre en place des pneus, c'est-à-dire dévraquer des pneus dans un conteneur. C'est un peu l'image que vous voyez sur votre gauche. Aujourd'hui, c'est un opérateur qui fait ça. Un pneu, ça pèse entre 10 et 15 kilos. Et il y a 4 pneus par minute à mettre sur la chaîne. Donc vous voyez un petit peu le travail. Donc, dans ce travail, justement... non, reviens en arrière, ouais. Tu peux relancer, ouais, faut... Encore en arrière, voilà. Dans ce travail, on a évalué de fait comment cette nouvelle robotique pouvait rendre service sur nos chaînes de fabrication. Et donc, les premiers usages qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est des postes qui sont très difficiles en termes d'ergonomie. Là, vous voyez, soulever 4 pneus par minute de 15 kg chacun, il n'y a pas beaucoup de monde qui accepterait de faire ce travail-là. Donc, on a ainsi essayé d'intégrer la notion d'acceptabilité sociale, parce que vous savez qu'en France, on a toujours peur des robots. Et donc, voyant cette nouvelle robotique arriver, on savait qu'on allait faire face à une certaine perplexité, pour le moins qu'on puisse dire, de nos opérateurs. Voilà. Donc on a fait attention justement à démontrer que cette robotique peut apporter une vraie plus-value par rapport à ce qu'on faisait aujourd'hui avec de la robotique traditionnelle. Donc on a défini des différents cas d'usage. Le premier, c'est celui des pneus que vous venez de voir. Donc là, l'intérêt, c'est que ce robot-là, il peut prendre 2 pneus plutôt qu'un seul, et c'est quasiment aujourd'hui le seul sur le marché, on verra après toute la compétition mondiale autour de cette robotique humanoïde, c'est le seul aujourd'hui capable de prendre une charge aussi lourde dans des conditions industrielles. Aujourd'hui, ce robot, ce premier cas d'usage qu'on vient de voir, il sera installé sur nos sites de fabrication d'ici quelques semaines. On finalise les tests industriels et il est quasiment prêt à être mis en place sur la chaîne. Vous savez que chez Renault et dans l'industrie automobile en général, on a des contraintes très
sévère, on va dire, en termes de fiabilité et notamment de sécurité. Donc tout ça, évidemment, on l'a pris en compte. Premier cas d'usage, les pneus. Deuxième cas d'usage, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les industries, et donc chez nous en particulier, on en a aussi un grand nombre, c'est le transport de caisses. Transport de caisses, donc sur le bord de chaîne de fabrication, en sortie logistique, pour que les opérateurs puissent éviter de soulever ces caisses qui font 10 kg, 15 kg, et pour les mettre sur les tapis de lancement de la fabrication. Donc ça, c'est pareil aujourd'hui, le process, le robot fonctionne, et l'équipe de Vandercraft l'a développé pour Renault et pour d'autres industriels également. Le troisième cas d'usage, là j'ai voulu vous montrer probablement le cas d'usage le plus complexe qu'on va avoir à mener. Ça, c'est pas encore mis en œuvre. Ça, ce sont des choses très très classiques en automobile. C'est ce qu'on appelle les zones de picking kitting. C'est des zones de préparation hors flux de fabrication où on va extraire toutes les pièces qui sont nécessaires à un véhicule et on va les mettre sur un AGV qui va lui aller sur le bord des lignes de fabrication pour être installé sur le véhicule associé. Et donc vous voyez, il y a énormément de pièces. Ce sont des pièces de tout type, des petites pièces en caoutchouc, des flexibles, des supports, des pièces métalliques, etc. Et donc là, on a un vrai enjeu. Autant pour un opérateur, c'est facile d'aller prendre un flexible, une petite pièce en caoutchouc, une pièce métallique et tout mettre dans le conteneur. Un robot aujourd'hui ne sait pas faire. Donc notre robot qu'on est en train de développer va devoir d'une part savoir distinguer ces différents types de pièces, avoir les outils nécessaires pour pouvoir prendre ces pièces et être en capacité de fait de pouvoir prendre plusieurs pièces de types différents, parce qu'on ne va pas lui changer ses préhenseurs à chaque pièce, on ne tiendrait pas le temps de cycle. Et donc là, on sait que c'est un vrai enjeu pour nous d'arriver à automatiser ou robotiser ces postes. Donc pour y arriver... Nous, on a développé à partir de l'architecture de l'exosquelette une série de robots, déjà 3 versions en moins d'1 an. Et Darth Vader à droite, là, ou plutôt l'empereur, c'est celui qui sera produit en série. Donc ça sera la V0.7 qui deviendra la V1. À chaque fois, on progresse en termes de nombre de degrés de liberté, d'agilité. Mais ce sont, chez nous, ce sont des gros robots. Parce que dès le début, en fonction de notre héritage avec les exosquelettes, on s'est vraiment positionné sur des classes de charge utile, de puissance, qui sont assez au-dessus de ce que fait le marché. Et ça tombe très bien parce que la plupart des cas dans les industries vont à la limite de ce qu'un humain peut faire, c'est-à-dire 23 ou 25 kilos. C'est des poids qui sont réglementés en plus. Et parfois, on va en prendre 2 à la fois pour aller plus vite, comme le pneu. Donc, on pense que c'est pas un mauvais choix de faire des robots très costauds. Mais il y a une autre raison pour laquelle il faut faire des robots costauds, c'est parce qu'à la fin, ces robots, ils vont aider des humains chez eux. Et un robot ne vous aidera pas s'il peut pas soulever une personne âgée qui a trébuché, qui est tombée de son lit, ou s'il peut pas déplacer un frigo. C'est idiot, mais aujourd'hui, les humanoïdes ne sont pas aussi forts que les humains. Et nous, on essaie de faire un humanoïde qui est aussi fort qu'un humain. Et après, il va falloir le rendre un tout petit peu plus, compatible avec un appartement et non pas avec en termes de design. Et on le fera parce que ça sera la partie la plus facile. Mais il y a du travail à faire sur le chemin. Et on parlait, un des thèmes de cette conférence, c'est la notion de souveraineté. Là, vous voyez à l'écran la difficulté justement pour réaliser ces opérations. On a un vrai enjeu et un vrai souhait, en tout cas entre nous, de développer un vrai écosystème européen et voire français. Pour autant, aujourd'hui, la plupart des composants de cette nouvelle robotique sont fabriqués en Chine. 80-90% des composants viennent soit de Chine, soit des USA. Et on a trois équipements en particulier qui sont incontournables dans cette nouvelle robotique. Ce sont les moteurs et leurs variateurs. Ça représente quasiment la moitié du coût d'un robot. Donc on a entre 20 et 30 moteurs sur ce type de robot. Tout ce qui est système de vision et de perception, qui va être un enjeu puisque c'est ça qui va déterminer au robot la capacité d'aller saisir des pièces, d'aller pouvoir se déplacer dans l'environnement industriel. Et puis également, j'en parlais, toute cette notion de dextérité où il faut inventer la vie qui va avec pour aller chercher tous ces types de pièces
et être capable d'aller prendre des pièces molles, des pièces dures, des pièces en métal, des pièces en plastique. Voilà. Et tout ça aujourd'hui, ça n'existe que peu. Je vais vite parce que voilà. Alors on arrive au bout du temps. Je sais qu'il vous reste pas mal de slides. Bon, donc c'est un peu frustrant, mais oui, allez-y, vous voulez rajouter un dernier mot? Oui, je précise qu'on vous rappelle, ainsi que David, l'ensemble des intervenants reviendront pour 15 minutes d'échange à la fin des quatre rétex. Donc c'est un peu frustrant si vous voulez évidemment conclure. Un dernier mot d'évangélisation qui n'est pas seulement parlé pour notre paroisse, c'est qu'il faut rappeler qu'on a raté en Europe toutes les vagues de la tech depuis la fin des années 70. Là, c'est la capitalisation boursière des 10 premières tech américaines et de toute la tech européenne à l'échelle. C'est 7%. Donc on a tout raté, en fait. Aujourd'hui, on a des prémices avec Mistral, avec Wandercraft, avec Humanoid au Royaume-Uni, où peut-être qu'on peut prendre ce train-là, parce qu'en plus, il correspond bien à nos forces. 1, on a des clients, plein d'usines en Europe encore. 2, on a des matheux et des physiciens. Et c'est moins une affaire d'informaticiens, c'est plus une affaire d'IA, ce qui est un peu différent. Et l'IA, pour nous, c'est comprendre les maths et la physique fondamentalement. Si on rate ça, je peux vous garantir que le train, il sera définitivement passé. Beaucoup pensent que le robot est la dernière machine que l'homme va fabriquer. C'est peut-être un peu caricatural. Mais il n'y a pas beaucoup de trains technologiques d'ampleur mondiale qui vont arriver après. Eh bien, merci à tous les deux.